Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de test du jeu Radlands. On va vous expliquer peut-être succinctement un peu en quoi consiste le jeu et vous expliquer aussi très rapidement les règles pour que vous ayez un peu une idée de comment ça se joue, et ensuite on terminera par essayer d'établir un avis sur base d'un ensemble de critères qui se veulent assez objectifs et transversaux. Expliquons les règles de Radlands. Voici comment le jeu se présente au départ. Les joueurs sont l'un face à l'autre. Ils ont chacun un château d'eau, une carte guerrios, ses réserves d'eau, un espace pour mettre les camps et personnages et une colonne événements. Entre les deux, nous avons la pioche de 66 cartes qui est commune aux deux joueurs, ainsi que les gouttes d'eau temporaires. Il y a également la pioche des camps de 34 cartes ici sur le côté. Pour aider les joueurs, nous avons également à disposition une carte qui explique les tours et les différents effets des différentes cartes que nous parcourrons plus tard. Le but du jeu va être détruire les 3 cartes camps de son adversaire. Je vous propose de lancer une partie à titre d'exemple pour vous expliquer les règles en même temps, ce sera bien plus simple. Vous allez devoir choisir 3 des 6 camps proposés. Attention, vos camps sont très importants, donc choisissez-les avec soin. Pour bien choisir votre camp, vous devez faire attention à la capacité qu'il offre, ainsi qu'au nombre de cartes qu'il vous permet d'avoir en début de partie. Pour cet exemple, je vais en prendre 3 au hasard. Hop. Et défausser les 3 autres. Je vais additionner les chiffres dans le rectangle ici. Ça me donne 4. Je vais donc commencer avec 4 cartes en main. Il existe plusieurs types de cartes. Ici, nous observons une carte événement. On la reconnaît grâce à sa bordure jaune et noire. Nous avons également les cartes personnages avec une bordure blanche simple. Et nous avons les punks qui sont des personnages sans capacité et qui sont représentés par le verso des cartes. Une fois les 3 camps choisis et que vous avez pioché le nombre de cartes auxquelles il vous donne droit, la partie peut commencer. Le joueur qui commence n'a droit à son premier tour qu'à une seule goutte d'eau sur les 3. À chaque autre tour, vous aurez droit à 3 gouttes d'eau. Les gouttes d'eau sont hyper importantes dans le jeu car c'est la ressource principale qui va vous aider à activer ou à payer vos cartes. À titre d'exemple, le napalm me coûte 2 gouttes d'eau pour être posé, là où mes autres cartes n'en coûtent qu'une seule. Commençons la partie. Un tour de jeu se déroule en 3 phases. La première phase concerne la colonne des événements. Les événements, comme expliqué un petit peu plus tôt, sont ces cartes-ci. Si lors d'un précédent tour, vous avez placé un événement sur la colonne, il va avancer de 1. Si votre événement est déjà sur le premier emplacement, il va se déclencher et provoquer son effet qui est marqué juste ici. C'est la première phase de jeu. La deuxième, c'est le réapprovisionnement, c'est-à-dire que nous allons récupérer nos 3 gouttes blanches plus piocher une carte. Nous arrivons donc à la 3e phase, la phase d'action. Vous pouvez faire autant d'actions que vous voulez tant que vous avez l'eau nécessaire pour effectuer ces actions. La première action que vous pouvez faire, c'est poser des cartes sur votre plateau de jeu. Pour cela, vous devez payer le coût en eau de la carte et la déposer sur votre plateau de jeu. Donc mettons que j'ai envie de poser ce monsieur ici. Voici la goutte d'eau correspondante. Je la retourne ici pour indiquer que le personnage n'est pas encore prêt. Quand vous posez un personnage, vous ne pouvez pas encore utiliser sa capacité. Quelque chose de très important dans le jeu est la position des cartes sur votre plateau de jeu. Je m'explique. Le positionnement d'une carte dans une colonne indique si celle-ci est protégée ou non. Une carte n'est protégée que lorsqu'une autre carte est plus haute que celle-ci dans la colonne. Donc par ici, mes 2 camps-là ne sont pas protégés. Ce camp-ci est protégé par cette personne. Si un personnage ou un camp n'est pas protégé, il peut subir des dégâts. Le but étant de protéger vos camps, il est important de venir les protéger avec des punks ou avec des personnages. Petite précision importante, vous pouvez choisir le positionnement d'une carte que vous posez dans la colonne. Vous pouvez choisir que ce personnage se situe ici ou ici et bouger le punk en conséquence si besoin. Une autre option possible est celle de poser un événement. Pour cela, il suffit de dépenser son coût en eau et puis de mettre la carte à l'emplacement indiqué par la bombe ici. Donc nous voyons emplacement 2, nous le mettons emplacement 2. Petite précision, imaginons que nous sommes un tour plus loin. Mon événement ici a donc avancé de 1
et que je me retrouve à vouloir mettre un événement sur un emplacement qui est déjà pris. Vous ne pouvez pas mettre 2 événements au même endroit, vous devez donc prendre la première place disponible après l'emplacement souhaité. La deuxième action que vous pouvez faire est de défausser vos cartes. Chaque carte a un effet si vous la défaussez, qui sont représentés ici sur le coin supérieur gauche. Il suffit simplement de mettre la carte dans la défausse. Parcourons ensemble les différentes icônes qui existent dans le jeu. Vous avez cette icône-ci qui représente la destruction. C'est un effet très puissant qui détruit une carte immédiatement, qui n'est pas protégée. Si c'est un de vos camps, celui-ci est retourné. N'oubliez pas que c'est l'objectif du jeu. Si c'est un punk qui est détruit, il va retourner au-dessus de la pioche. Si c'est un personnage, il va immédiatement dans la défausse. Cette icône-ci représente des dégâts. Toutes vos cartes ont 2 points de vie, mis à part les punks qui n'en ont que 1. Si un punk subit un dégât, il convient de le mettre en haut de la pioche. Pour les cartes personnages et pour les camps, pour signifier qu'ils ont bien pris un dégât, il suffit de les mettre à 90 degrés. Précision importante, lorsqu'un personnage est dans cette position, il ne peut plus utiliser son habilité. Par contre, un camp peut encore utiliser ses compétences. Vous avez ensuite l'icône blessure. Celui-ci est la même chose que dégâts, sauf qu'il ne peut pas s'appliquer au camp. Il s'applique uniquement au personnage. Vous avez ensuite l'effet de soigner ou de réparer. Ça vous permet de remettre une carte mise horizontalement, verticalement. Elle récupère donc ses 2 points de vie. Attention, chose importante à savoir, si vous faites ça avec un personnage, celui-ci ne sera pas considéré prêt ce tour-ci. Vous ne pourrez utiliser sa capacité qu'au prochain tour. Il est également possible d'avoir un effet qui vous fait piocher une carte ou gagner une eau temporaire. Les gouttes d'eau temporaires ne sont utilisables que pendant le tour où vous avez déclenché cet effet. Un autre effet est de gagner un punk. Pour cela, il suffit de prendre la première pioche ici et de le déposer où vous voulez sur votre plateau de jeu. Ils n'ont pas de capacité particulière et ont uniquement 1 point de vie. Ils sont souvent considérés comme des boucliers humains pour protéger vos camps ou des personnages plus intéressants. Pour finir, nous avons l'icône du raid. Cette icône vous permet de jouer un événement qui est très intéressant pour l'objectif du jeu. Cet événement permet de faire un dégât à un des camps de l'adversaire même si celui-ci est protégé. Toutefois, c'est l'adversaire qui détermine quel camp est touché par le raid. Si vous défaussez une carte avec ce symbole alors que votre raid est déjà en place dans la colonne des événements, l'effet sera qu'il avance de 1. Quand l'événement est terminé et a eu lieu, il convient de la remettre à cet emplacement et pas dans la défausse. Une autre action possible est celle d'utiliser les capacités de vos camps ou de vos personnages. Le coût en eau de ces capacités est indiqué juste au-dessus de celles-ci. Certaines sont gratuites, d'autres bien plus onéreuses. Attention, pour rappel, vous ne pouvez utiliser les compétences que des cartes dites prêtes. Donc si vous venez de poser une carte, qu'une carte a été blessée ou vient d'être soignée, vous ne pouvez pas utiliser son habilité. Également, vous ne pouvez utiliser la capacité d'un personnage qu'une seule fois. Afin de vous aider à remémorer qui a utilisé quoi, il est plus facile de mettre les points d'eau dépensés sur la carte en question, face retournée pour indiquer qui n'est pas prêt. À savoir, il existe des capacités qui sont mises entre crochets verts comme vous voyez ci-dessous. Si la capacité est entre crochets, ils sont actifs sur toutes les cartes personnages qui n'ont pas subi de dégâts. Il y a également des camps qui possèdent ces crochets. Ils sont toujours actifs tant que le camp n'est pas détruit. Il existe encore 2 actions possibles. Une est de dépenser 2 gouttes d'eau pour piocher une nouvelle carte. Enfin, la dernière action est de payer 1 goutte d'eau pour prendre votre silo d'eau en main. Vous pouvez garder cette carte autant de tours que vous le désirez. Quand vous jouez cette carte, vous la remettez à son emplacement d'origine et vous gagnez 1 goutte d'eau temporaire. Précision importante, vous n'avez aucune limite quant au nombre de cartes que vous avez dans la main. Autre subtilité du jeu, si vous arrivez au bout de la pioche, vous devez mélanger la défausse et remettre une nouvelle pioche. Par contre, si vous arrivez une deuxième fois à la fin de la pioche, la partie s'arrête et vous êtes considéré comme ex-aequo. Donc on le rappelle, l'idée quand on fait ces tests et ces avis, c'est de fournir des tests de jeux après une découverte. Et donc c'est nous, on découvre des jeux et on essaye d'aider les gens à prendre des décisions en meilleure connaissance de cause pour savoir s'ils veulent acquérir ou pas le jeu. Mais donc, sachant qu'il y a des biais subjectifs, vu qu'il y a des types de jeux qu'on aime bien ou pas, donc clairement. Ça peut influencer clairement. C'est ça. Donc un des premiers critères qui nous intéresse, c'est la simplicité des règles et la facilité de prendre le jeu en main.
compliqué. Très compliqué, je trouve. Il nous a fallu, je pense, une bonne heure pour lire les règles et encore, on n'avait pas compris toutes les subtilités du jeu. C'est pas toujours clair. Alors, c'est peut-être nous qui avons un QI un peu plus inférieur que la normale, mais c'était quand même plus compliqué que ce que je pensais. En tout cas, c'est ça. Sur un spectrum qui va de très facile à prendre en main, je lis une fois le truc, j'ai pigé après 5 minutes, j'ai plus besoin de jamais retrouver, à très compliqué, il est plutôt du côté compliqué. Donc effectivement, on a pris 1 heure pour lire les règles, essayer de les comprendre. On n'a pas tout compris en faisant la première game. Première game, il y a plusieurs fois on a dû retourner dedans et après la partie, on s'est rendu compte qu'on avait fait un ensemble d'erreurs. Donc on est retourné ensuite relire les règles et comprendre 2-3 trucs. Et après même, pendant la partie d'encore après, il y avait des zones d'ombre. C'est dommage, mais je pense que le jeu d'une telle complexité, c'est normal qu'il y ait des petits impairs comme ça. Et si vous jouez avec quelqu'un qui connaît bien les règles, il n'y a pas de problème. Et ça aurait pris moins de temps si quelqu'un nous avait initié. Ouais, c'est ça. Mais de toute manière, c'est le genre de jeu auquel on est un peu obligé de faire une partie ou deux de tests pour bien comprendre. Donc ça, il faut le savoir. C'est pas un jeu à sortir en soirée pour vite faire une petite game avec un pote. On a 30 minutes à tuer. C'est un jeu qui demande plus d'investissement avant de commencer la partie et même pendant. Donc en parlant un peu de la rapidité du temps de jeu, etc., des autres critères qui sont importants, c'est un peu la quantité de temps mort qu'on peut avoir dans une partie. Honnêtement, j'ai pas trop senti de temps mort. J'ai senti une lassitude quand tu ne voulais pas mourir. Mais tu fais toujours attention à ce que l'autre fait parce que ça va influencer sur ce que toi tu fais. Donc les temps morts, pas vraiment. Ouais, complètement d'accord. Ça va. Complètement d'accord. Les tours de jeu sont assez rapides. On a un ensemble assez limité d'actions qu'on peut faire. Ça va assez vite, c'est très dynamique. Donc ça, je trouve que c'est assez agréable. Les mécaniques pures de jeu sont simples. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez cool. Et effectivement, le temps mort ressenti est quasiment nul. En fait, le seul temps mort qu'on peut ressentir, c'est l'adversaire qui pioche une carte et qui va dire « Ah !» Et il y a un moment, on est là, qu'est-ce qu'il a pioché ? C'est un moment de solitude, c'est différent. Ouais, c'est un moment où on sait pas très bien, enfin voilà, mais bon, c'est pas vraiment un temps mort. On est tout le temps actif intellectuellement quand on est en train de jouer à ça. Et la charge mentale est raisonnable également. Ouais, c'est ça. C'est pas un jeu où on est non plus en train d'être surchargé. Peut-être qu'on devrait, peut-être que c'est pour ça que nous, on est passé à côté de certains trucs. Bah, c'est vrai que lire plus les habilités que font les autres personnages, les autres camps, et être bien attentif à tous ces éléments, c'est un peu plus de charge mentale que Jaipur, par exemple. Mais c'est pas non plus... Enfin, pour moi, ça va, ça reste raisonnable au niveau de la charge mentale. Un autre critère important, c'est dans quelle mesure est-ce qu'il y a plusieurs stratégies possibles, plusieurs décisions qui font sens à un moment donné, versus, en fait, t'as pas trop le choix. Ça, je dirais qu'il y a une stratégie qui s'impose à toi en fonction de ton tirage, mais il est différent entre chaque partie. Donc il y a des éléments de base de stratégie, de bien couvrir les camps qui sont... genre moi là j'ai mis un perso sur un truc qui était déjà décimé, donc c'était pas un bon choix. Mais la majorité de la stratégie c'est déterminé par l'aléatoire que tu tires. Enfin, c'est mon ça. Il y a deux choses différentes. Est-ce qu'il y a des stratégies différentes ? Et ça c'est oui, il y a plusieurs stratégies différentes. Et est-ce qu'il y a des décisions à prendre différentes en fonction des cartes que tu as en main ? Et là moi je trouve que c'est un peu moins clair, parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines cartes qui sont beaucoup plus fortes que d'autres. Les cartes événements qui pour moi c'est vraiment une source de frustration extrême, parce qu'un événement renverse complètement l'état des forces en jeu et ça dépend simplement du bol que tu as un petit peu à la pioche. C'est vrai qu'il y a certaines cartes, elles sont rares mais elles sont déséquilibrées. Enfin, moi je l'ai ressenti comme ça. Après peut-être que des meilleurs joueurs qui ont plus d'expérience arrivent à les contrer plus facilement. Ouais. C'est ça. C'est quand même compliqué. Mais il y a par exemple dans les camps, en fait les camps, il y a certains camps qui sont extrêmement forts et d'autres qui sont plutôt nuls. Et en fait le coût que ça a, donc certains camps sont plus forts et du coup en début de partie ça nous permet de piocher moins de personnages, et du coup ça a un coût et donc on peut essayer de trouver un équilibre là-dedans. Mais parfois, il y a des camps qui ont un coût similaire en termes de quantité de personnages, mais qui sont très clairement déséquilibrés en termes de force, quoi. Mais est-ce que ça, tu penses pas que c'est dû à une mécompréhension, nous, des stratégies et de comment... Je me dis, ça tombe, c'est juste nous qui n'avons pas compris l'intérêt d'un camp ou d'une telle synergie. Et exactement, que, du coup... Tu as dit le mot qui est important ici, c'est le mot synergie. Et en fait, je pense que certains camps sont très forts
de manière indépendante. Et d'autres camps peuvent être très forts, mais si et seulement si un ensemble de conditions sont rencontrées. Ça amène à un point la place de l'aléatoire. C'est présent, il n'y a rien à faire. Certains événements sont... Ouais. L'aléatoire a quand même un impact sur le jeu. Je l'ai moins ressenti que quand on a découvert le jeu, parce qu'on ne le maîtrisait pas du tout. Ouais. C'était vraiment très très proéminent. Ouais. Ici, comme tu dis, certaines cartes, on a réussi à lisser un peu, mais... Il y a 2-3 événements qui, quand on les pioche et quand on les joue... Bah c'est... Voilà, la game est retournée. Un autre critère, c'était le fait que de partie en partie, on apprenne et on raffine nos stratégies. Alors je sais pas, moi je me sens toujours pas à l'aise après 2 parties. Je pense que c'est typiquement un jeu où l'état des forces s'équilibre, enfin en tout cas au niveau de l'aléatoire, au plus tu connais le jeu. Parce que tu dis, ah napalm, ok, mais ça je sais que si je pose un tel, ça recule de 1, donc ça me permet de faire un bouclier là. Ouais. Je pense clairement que c'est un jeu, si tu as la patience et que tu aimes ce type de jeu, si tu pousses un peu, il est très bien. Je sais pas à quel point il est équilibré quand tu connais bien le jeu. Et tu vois, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc imagine, on connaît hyper bien, on se dit, ouh là, il y a le napalm, il y a le bombardement, c'est des événements qui sont hyper forts, il faut s'y attendre. Et ça, je comprends. Je veux dire, si t'es un peu un joueur expérimenté, tu vas te dire, ah, bah, je vais garder. Comment est-ce que tu peux t'y préparer en fait ? C'est si tu pioches une carte qui te permet par exemple de delayer de 1 les événements, bah tu vas essayer de le garder en prévision mais est-ce qu'il y a beaucoup de choses en plus que ça à faire quoi ? Je t'avoue, je sais pas, je me sens vraiment entre guillemets trop profane au jeu que pour me dire ok, à plus haut niveau, j'arrive à me représenter ce que c'est, parce que c'est pas le genre de jeu que je sais maîtriser. Donc je me dis, il y a moyen de mieux s'en sortir que nous. Ça c'est évident. Je vais dire ça comme ça. Ça met un piment, ça met un événement, ça reste quelque chose qui doit te faire réagir. Donc je pense que ça a le sens aussi. Après, est-ce que c'est dérangeant ou pas ? Ça, je pense que c'est à des gens qui apprécient ce genre de jeu qui seraient plus à même de répondre correctement à cette question. Mais ouais. Enfin, un critère en termes de rejouabilité... clairement, il y en a. Il y en a clairement, de par déjà le fait qu'il y a beaucoup d'aléatoires dès le tout début. Il y a 31 camps possibles et on commence avec 3. Et ces camps ont un impact énorme sur la manière dont le jeu va se passer. Donc, c'est le genre de jeu à acheter pour rejouer. Un autre critère qui est important, c'est l'état dans lequel les joueurs sont plongés. L'état de tension, par exemple. Donc la tension qui peut être soit positive, soit négative. La tension, il y en a. En plus de la tension, il y a une partie de frustration parce que parfois, effectivement, quand tu vois un événement où tu te dis putain, mais ça, je peux rien faire, je vais juste m'en prendre plein la gueule, ça rend un peu salé. Après bon, si on a un meilleur niveau, peut-être qu'il y a moyen de contrebalancer ça, bien sûr. Ouais, je suis assez d'accord, c'est un jeu qui... mais en fait, disons que c'est en bonne interaction avec le thème. Donc c'est un thème survivaliste, post-apocalyptique, où les ressources sont limitées et où on se pète la gueule pour survivre, plus que l'autre. Et l'état dans lequel on est plongé est assez conforme avec cette idée. On ressent peu souvent de la satisfaction. En fait, l'adversaire... Le gameplay, c'est tout le temps essayer de miner un peu l'adversaire. Ah, il y a une carte qui est hyper forte, il faut que je la tombe le plus vite possible. Et je vais essayer de balancer plein d'événements qui sont pas vraiment contrôlables pour lui, pour vraiment qu'il soit surmené, etc. Et donc c'est un peu essayer d'oppresser l'adversaire plus qu'il nous oppresse nous-mêmes. Et donc c'est en termes, comme je le disais, d'interaction avec le thème vraiment intéressant, très respecté. Donc ça c'est bien joué. Maintenant sur un plan subjectif, faut savoir si on aime bien ce type de sensation ou pas. Mais la frustration ici vient aussi du sentiment parfois d'injustice, du fait oh putain il a juste eu une bonne carte, il a eu du bol et moi j'avais l'impression d'avoir mieux construit mon plateau de jeu et il gagne parce qu'il a de la chance, donc ça nous laisse un peu amer dans le sens où c'est vraiment une sensation plus d'injustice et donc t'es frustré. L'interaction entre les joueurs est très forte parce qu'on réagit en permanence à ce que l'adversaire fait et on réagit presque plus à ce que fait l'adversaire que ce que nous on essaie de construire a priori. Et ça c'est un truc qui mais ça encore une fois c'est très subjectif, c'est un truc qui me frustre une fois de plus. Moi je suis quelqu'un qui aime bien essayer d'établir des stratégies avant et d'essayer d'avoir 2-3 tours pour le construire et tester est-ce que ça va marcher ou pas. Souvent ça ne marche pas, mais au moins j'ai la satisfaction d'essayer des trucs et de construire quelque chose. Ici on ne construit pas. C'est tout qui se pète tout le temps et on essaye de rapistoler un truc avant de s'en prendre plus. Ou alors quand tu construis, tu dois t'attendre à ce que ce soit détruit rapidement. Tu dois pas t'attendre à dire ah ça c'est bien solide, je vais pouvoir faire... Non, c'est... J'ai l'impression qu'il y a une très très forte différence entre l'importance des différents types de cartes dans le jeu.
jeu. Donc les camps sont importants, ça fait sens, mais les événements sont tellement plus importants que les personnages et les punks, etc., qu'on a l'impression que c'est presque que de la chair à canon, et leur valeur est presque plus intéressante dans ce qui permet de défausser pour soit survivre aux événements, soit en balancer plus à l'autre, quoi. Donc on va essayer de conclure tout doucement, et on va conclure sur ce qui importe le plus pour nous. C'est est-ce qu'on va rejouer ou pas à ce jeu? Moi, c'est le genre de jeu où voilà, je suis contente de l'avoir testé. De nouveau, gros point positif sur les illus, je les trouve vraiment magnifiques. Ouais. Mais moi, c'est pas le genre de jeu que j'aime bien, mais c'est tout à fait personnel, donc c'est pour ça que j'y rejouerai pas. Mais quelqu'un qui apprécie ce genre de jeu, je pense que sans problème, il y rejoue. J'ai l'impression que c'est un jeu qui gagnerait à avoir quelques petites révisions en termes d'équilibrage, même si peut-être que je suis pas assez fort dans le jeu et qu'en fait ça tombe, il est beaucoup plus équilibré que je ne le sais. Mais en termes d'expérience personnelle, pareil. Disons que si quelqu'un veut vraiment jouer, je dirais ok, mais je préférerais proposer une alternative, de jouer un autre truc à la place. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. C'est vraiment quelque chose qui nous soutient énormément. Si vous avez certains jeux que vous aimeriez nous faire tester, nous on est toujours preneurs. Et si vous avez des idées ou des arguments qui sont contraires aux nôtres, vous pouvez les mettre en commentaire de vidéo. C'est des choses qui nous permettent également de progresser et de faire du contenu qui se veut de mieux en mieux. Non, et on serait content d'avoir des avis de gens qui défendent ce jeu parce qu'ils l'aiment, et de dire non, mais à haut niveau, c'est hyper intéressant aussi. Donc vraiment, partagez-nous vos expériences également. On stream tous les lundis, mercredis soirs et les samedis matins. Et donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouveau stream. Plein de bisous les petits potes, ciao ciao.